Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Vos titres en images. Retour sur les déplacements du couple princier en Russie, la réunion du Conseil stratégique pour l'attractivité avec la remise du rapport annuel. Présentation dans ce journal de la nouvelle promotion du Vivier. Les 5 jeunes stagiaires ont été reçus au ministère d'État. Entraînement en cas d'incendie pour la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco, un exercice, vous allez voir, impressionnant. Et nous finirons cette édition avec les événements qui marqueront le prochain Printemps des Arts. Nous ouvrons ce journal avec la suite de la visite officielle du couple princier à Moscou, en Russie. Après vous avoir parlé de diplomatie, d'économie et de sport, place à présent à la culture. Le souverain et son épouse ont assisté à un spectacle donné par les ballets de Monte-Carlo et la compagnie du Bolchoï. Un reportage de Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal. Un spectacle absolument unique auquel ont assisté le souverain, son épouse et les 1800 personnes présentes. Un spectacle unique aussi bien pour la prestation des danseurs que pour la rareté de l'événement. 2 compagnies dans la même soirée, les ballets de Monte-Carlo et les ballets du Bolchoï, dans ce grand théâtre, ici même où a été présenté pour la première fois le Lac des Cygnes en 1877. Jean-Christophe Maillot et sa compagnie ont ouvert le bal en quelque sorte avec Altro Canto, une création du chorégraphe qui date de 2006. Jean-Christophe Maillot a travaillé sur le côté androgyne des corps à travers cette musique baroque de Claudio Monteverdi. Joué ici, au Bolchoï, le Graal en quelque sorte pour l'ensemble de la compagnie des ballets de Monte-Carlo. En tant que danseur, c'est un rêve d'enfant, parce que le Bolchoï, c'est vraiment le mot qui vient à l'esprit quand on pense à la danse. Donc se retrouver là sur cette scène, ouais, c'est un moment absolument magique. Bon, puis il est doublement magique parce que le prince était présent, parce que c'est un échange de relations entre le peuple russe, le peuple monégasque, et que nous, on est là et qu'on a le sentiment qu'on est capable d'apporter quelque chose qui nous appartient et qui peut célébrer ce genre de rencontre. Donc quand on peut mener à terme comme ça le plaisir de notre métier, de notre travail, et puis le lier à un événement comme celui-là, dans un lieu comme le Bolchoï, ça frôle la féerie, quoi. La soirée s'est poursuivie avec la compagnie du Bolchoï qui a interprété la Classical Symphonie, un ballet moins axé sur l'émotion, mais plus sur la technique. Les 2 compagnies se sont retrouvées pour le salut final, une soirée qui, au vu de l'applaudimètre, a semblé faire l'unanimité. En marge de cette visite, la princesse Charlène est partie à la rencontre des enfants. Elle s'est rendue à la piscine de Moscou où des petits apprenaient à nager. Reportage. La princesse Charlène s'est rendue sur le site olympique de Moscou, à l'endroit où se sont déroulés les JO d'été de 1980. Une visite
sous le signe du sport, puisqu'à l'occasion de ce voyage officiel, le couple princier a assisté à l'arrivée de la flamme olympique en vue des prochains JO d'hiver. C'est un moment merveilleux et historique pour nous d'être ici. Lors de cette visite, j'ai eu l'opportunité de découvrir ce magnifique site où j'ai vécu de grands moments sportifs. Et c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager ces instants avec ces enfants. Je pense que la natation peut procurer de grands moments de plaisir et de joie. La princesse Charlène a pu pendant de longs moments s'entretenir et donner des conseils à de jeunes enfants moscovites dans le bassin olympique. Ils ont eu à cette occasion un cours particulier donné par une nageuse de haut niveau. Évidemment, d'être ici et de nager avec tous ces enfants, c'est très important car cela correspond aux objectifs de ma fondation et j'apprends de plus en plus grâce aux différentes actions que je mène dans le monde. Elles s'intègrent pleinement dans les programmes de ma fondation. Être près des enfants, regarder leur comportement dans l'eau, ça m'apprend beaucoup. Cette visite et cet échange avec ces enfants correspondent parfaitement à l'engagement de la princesse Charlène au sein même de sa fondation, dont le but, je vous le rappelle, est de s'appuyer sur la pratique du sport comme vecteur d'éducation et de construction de l'enfant. Et un des projets pédagogiques est axé sur la sécurité et la confiance que l'on peut donner à un enfant afin de lutter contre la noyade. Après cet échange avec ces jeunes, la princesse a offert à chacun un cadeau, un souvenir. Après ces beaux instants de partage entre la princesse Charlène et les enfants, nous refermons ce volet moscovite avec un zeste de gastronomie. Comme vous pouvez le voir sur ces images, lors de ce déplacement en Russie, le prince souverain a souhaité convier une centaine d'invités, tous issus d'univers différents, comme celui du sport, de la politique, de la diplomatie ou encore du monde des affaires, à un dîner pour partager un instant de convivialité, mais aussi pour faire découvrir la gastronomie française. Au fourneau ce jour-là, le chef étoilé monégasque Alain Ducasse. Retour en principauté où une réunion du Conseil stratégique pour l'attractivité a eu lieu ce mardi au Novotel. Le rapport d'activité pour l'année écoulée a été dressé. Le bilan tout de suite avec Élodie Messager. Les membres du Conseil stratégique pour l'attractivité étaient réunis ce mardi au Novotel pour faire le point sur le rapport d'activité de l'année 2012-2013. Les présidents de chacune des commissions ont présenté leurs grands axes de travail. Parmi les pistes de réflexion évoquées, l'amélioration de la qualité d'accueil dans les hôtels et restaurants de la principauté. Puisqu'on a une taille réduite, on se doit d'avoir une qualité d'accueil absolument irréprochable qui nous donne des points positifs comparés à la compétition d'autres destinations. Or, aujourd'hui, cet accueil, je pense qu'il n'est pas encore mesuré, en tout cas, il n'est pas encore jugé. Donc il est important pour nous de mettre en place des systèmes de vérification de cet accueil pour que dans tous les domaines de Monaco, l'accueil soit absolument irréprochable. Finances, immobilier, qualité de vie, Monaco, capitale du yachting et Destination Monaco, le CSA, créé en juin 2011, compte au total 5 commissions. Leur rôle, émettre des propositions constructives qui seront ensuite étudiées par le gouvernement. Un travail salué par le ministre d'État Michel Roger, qui a réagi sur la mise en place du plan d'accueil global au cœur de l'action du Conseil stratégique pour l'attractivité. Le plan accueil va même passer dans une phase concrète à partir du début de l'année prochaine. Le label de l'excellence de l'accueil va être accordé aux entités privées, c'est-à-dire les commerçants, les hôtels, les restaurants et tous les commerces, et aussi à des entités publiques, à des services de l'administration, volontaires pour participer à l'élaboration de ce label accueil. Qui va se décliner, y compris par des clients mystères qui vont ensuite aller vérifier que le service ou le commerçant qui a le label de l'excellence de l'accueil respecte bien les exigences de l'accueil. Monaco doit être un pays à l'accueil le plus excellent possible. Parmi les autres axes de réflexion à l'ordre du jour, l'amélioration de la qualité de service des taxis, mais aussi de l'accessibilité, la définition du prix au mètre carré des surfaces commercialisables ou encore l'aménagement du port Hercule et l'ouverture du futur bâtiment du Yacht Club. L'an prochain, le CSA fêtera ses 3 ans et sera renouvelé. Le ministre d'État a d'ores et déjà appelé les différentes commissions à réfléchir sur les évolutions futures à donner à cette entité.
On se rend à présent au ministère d'État où la nouvelle promotion du vivier a été présentée à Michel Roger. Des jeunes diplômés qui souhaitent rentrer prochainement dans l'administration. Le vivier est une formation mise en place il y a plus de 10 ans en principauté. Plus de détails dans ce reportage. Un pari sur l'avenir. 5 jeunes diplômés titulaires d'un bac+4 viennent d'intégrer le vivier pour une durée de 1 an. Ces jeunes monégasques, 2 filles et 3 garçons, bénéficient durant cette période de formation, pouvant ouvrir des débouchés sur des postes clés dans la fonction publique. Le vivier, un service rattaché à la direction des ressources humaines depuis plus de 10 ans. Un concours d'entrée ouvre la porte de la formation. Ils ont d'abord passé des écrits où on a testé leur capacité à rédiger, à synthétiser. On a également testé leurs compétences en anglais. Et ensuite, ils ont eu un oral devant un jury qui a plus évalué leur manière d'être, leur motivation pour entrer dans notre administration. Le vivier, c'est, je pense, une grande chance pour ces jeunes monégasques, puisque pendant une année, ils vont pouvoir se former, avoir des présentations, donc là qui commencent dès aujourd'hui, des différents services de l'administration, des départements, ainsi que des formations plus pratiques, comme sur les écrits professionnels ou sur des stages de communication par exemple. Et puis ensuite, ils vont également faire 2 stages dans des services différents de l'administration. Donc ça va leur permettre de commencer à mettre un pied dans l'administration sans être encore sur un poste définitif. Et donc comme ça, de voir fonctionner de l'intérieur nos services administratifs. Les lauréats de ce concours sont d'abord présentés à tous les chefs de service des différents départements, mais aussi aux institutions de la principauté, comme ici au ministre d'État, Michel Roger. L'objectif, vous l'aurez compris, découvrir tous les métiers de la fonction publique et connaître leur rouage. J'ai fait une école de commerce à Marseille, spécialisation marketing. Et donc ça remonte quand même à 2008. Et ensuite, j'ai essayé de faire mon expérience professionnelle, donc j'ai eu l'occasion d'aller dans pas mal de pays, faire des stages en Asie notamment, donc j'ai un petit peu roulé ma bosse voilà, après mes études. Et alors pourquoi souhaiter devenir un jour fonctionnaire? Eh bien en fait, après avoir pas mal parcouru les pays, c'est vrai que j'avais envie aussi de revenir un petit peu aux sources, aux racines, et puis comprendre aussi l'administration, les rouages de l'administration de mon pays. Selon leurs vœux, les 5 jeunes apprentis réalisent ensuite 2 stages de 4 mois dans différents services de l'administration. J'ai commencé par faire des études de droit qui ne me correspondaient pas trop, donc je me suis réorientée vers le tourisme. Quand on finit ses études, souvent c'est vrai qu'on n'a pas d'objectif professionnel vraiment très précis, on ne sait pas trop où on va. Et je me suis dit que plutôt que de perdre une année peut-être à enchaîner des petits emplois et de ne pas vraiment savoir où est ma voie, autant profiter de cette année pour vivre ce genre d'expérience, apprendre vraiment la notion de service public et pourquoi pas peut-être me trouver une vocation pendant cette année-là. Un cursus qui se conclura par un oral de titularisation pour valider les acquis. Les diplômés se verront ensuite proposer des postes vacants au sein de l'administration monégasque. Si vous aussi vous voulez un jour intégrer le vivier, sachez qu'il faut être titulaire d'un bac+4 minimum, avoir moins de 30 ans et être de nationalité monégasque. Et si le ministre d'État a vivement encouragé les jeunes stagiaires du vivier, il a également encouragé une toute autre démarche. Celle de l'homme d'affaires monégasque Gildo Palanca-Pastor dans la création de véhicules électriques. Michel Roger a visité les locaux de Venturi, une entreprise spécialisée dans la conception, la commercialisation et la promotion de prototypes automobiles, de véhicules de luxe, de sport ou de courses électriques. Créée en 2000 et basée à Fontvieille, cette entreprise emploie 36 personnes, dont de nombreux ingénieurs. L'occasion d'ailleurs pour le ministre d'État de s'entretenir avec plusieurs d'entre eux et de découvrir les différents prototypes en préparation. Et si les nouveaux véhicules de Venturi sont en préparation, une autre entité à Monaco ne cesse de s'entraîner, celle de la compagnie des sapeurs-pompiers. La semaine dernière, une simulation d'incendie a eu lieu pour préparer les hommes à ce genre de manœuvre. Un exercice, vous allez voir, des plus impressionnants.
Un exercice d'entraînement extrêmement important et qui a lieu une fois par an. Soutenu par la direction des ressources humaines, un caisson a été mis en place pour permettre aux sapeurs-pompiers de Monaco de s'entraîner en cas d'incendie et surtout d'être irréprochables. Proche des conditions du réel, ce caisson est le seul en France et à l'étranger à pouvoir former de la sorte les sapeurs-pompiers. Nous sommes dans un simulateur incendie, donc isolé. C'est la petite particularité que l'on trouve aujourd'hui pour se rapprocher au plus près de la réalité. Sur présent, quand on fait un feu dans ce volume-là, on est à 95%, voire un peu plus, du foyer réel. Donc ce qui se passe vraiment chez les pompiers quand ils interviennent. Chaque année, des exercices différents et progressifs sont proposés aux sapeurs-pompiers de Monaco. L'objectif de cet entraînement, faire évoluer les hommes dans la fumée. À l'intérieur du caisson, un instructeur et 2 stagiaires. On vient d'allumer donc un foyer qui, comme tout foyer, distille, commence à se propager en générant des fumées, les fumées qui vont s'accumuler petit à petit dans le caisson, ce qui est le but. La température en même temps parallèlement va monter en puissance et petit à petit par mouvement aérolique, la fumée va occuper l'ensemble du caisson. Donc, alors, ça prend combien de temps pour que le caisson entier soit en flammes? C'est très rapide, en une dizaine de minutes vous aurez l'ensemble du caisson. Vous avez pour l'instant un exutoire qui est ouvert, c'est une ouverture qui est ouverte qui permet de justement donner de la respiration, on va dire, à l'incendie. D'accord. À un certain moment, quand on va le juger utile par rapport, on va donc fermer d'une part cette sortie des fumées pour les accumuler dans le caisson. Et après, bien sûr, quand la chaleur va être conséquente, on va commencer à fermer les portes latérales de chaque côté pour isoler le foyer par lui-même, pour faire monter la température. Donc, qu'est-ce qu'on veut en faisant ça? On veut que le binôme qui va travailler avec un instructeur présent, on veut qu'il se retrouve devant une configuration, un feu derrière un espace clos. Un feu qui se développe, un feu actif. Pour justement par rapport avec un moyen d'extinction qui les accompagne et avec une progression avec des obstacles, on puisse être à même de leur apprendre et eux ils s'aguerrissent au mouvement de je rentre dans le feu avec la plus grande sécurité possible et j'inerte mon feu d'une façon en tapant sur les gaz. Car comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est l'accumulation des fumées qui se chargent et à partir du moment où elles sont chargées, c'est des gaz qui peuvent s'enflammer, ce qu'on appelle les phénomènes thermiques, ce qui provoque une inflammation généralisée, le flash chauffeur, ou une explosion de fumée, le backdraft. Donc c'est les 2 phénomènes thermiques qu'on a à craindre, nous pompiers. Donc pour éviter cela, justement, on fait en sorte que le pompier travaille sur les fumées qui s'accumulent pour baisser la température, car en baissant la température, on enlève tous les dangers concernant l'inflammation et l'explosion des fumées. Une fois embrasé, le caisson peut monter jusqu'à 900 degrés, autant dire que c'est le moment où le feu est au plus fort de lui-même. Actuellement, dans le volume feu, nous sommes à 603 degrés, 602 degrés. Les pompiers, l'engagement au sol, quand ils s'engagent à la porte, sont à 28 degrés. Vous voyez la différence? Par contre, au-dessus de leur tête, on est déjà à 303 degrés au-dessus de leur tête. Toute la zone dans laquelle ils vont progresser. Dans la zone du foyer basse, on est à 440 degrés. Donc les zones dangereuses, en fait, c'est celle-ci, là où ils évoluent, 310, et la pénétration. La pénétration, c'est toujours l'endroit où l'air arrive, donc c'est pas forcément... Le capteur est assez bas, de manière à voir quelle température on a. Donc là, ils évoluent en fonction du travail qu'ils vont faire dans les volumes en fumée. Ils vont rechercher à inerter de manière à éviter le danger. Et alors, quel est le danger, justement, s'ils se trompent? Alors, le danger, c'est de se trouver devant la porte fermée et de dire, ben voilà, je vais ouvrir la porte. Et le travail en amont n'aura pas été fait, le travail d'inertage dans les fumées en amont n'aura pas été fait. Et là, il y a un danger backdraft. Un backdraft, c'est quand même une montée en température extrêmement violente, de l'ordre de 1200 degrés. Et donc, le backdraft est mortel. Il est donc essentiel d'entraîner les pompiers à ce genre d'exercice. Mais quelle est la bonne attitude à adopter en cas d'incendie? Il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, le feu se trouve dans votre appartement. La première des choses à faire, effectivement, si le feu ne peut pas être maîtrisé rapidement, c'est d'enfermer le feu. C'est-à-dire que si, par exemple, le feu est démarré dans la cuisine, par un oubli d'un aliment qui était en train de cuire, la première des choses, c'est de fermer la porte de la cuisine, de sortir de l'appartement, de fermer sa porte d'appartement et d'appeler sur tous les pompiers. Dans le deuxième cas de figure, c'est si le feu est à l'extérieur de l'appartement. Auquel cas,
le meilleur comportement, c'est de ne pas sortir par la cage d'escalier qui sera de toute manière enfumée, mais de rester dans son appartement, de fermer sa porte. Une porte résiste suffisamment pour laisser le temps aux sapeurs-pompiers d'agir. Il faut se manifester au niveau de la fenêtre, la première fenêtre, pour dire aux sapeurs-pompiers que vous vous trouvez là, ils se chargeront de venir vous chercher. Est-ce qu'on peut mouiller sa porte? Alors effectivement, on peut aussi augmenter le temps de, je dirais, la durée de la porte avec une serpillière mouillée, calfeutrée pour essayer de diminuer l'interstice qui peut réexister entre le sol et le haut de la porte. Et en mouillant la porte, on peut encore augmenter cette. Une porte peut résister entre 25 et 30 minutes. Mais surtout, ne pas sortir de l'appartement, alors qu'on aurait tous tendance à sortir justement. Effectivement, si vous ouvrez votre porte d'appartement et que vous voyez qu'il y a de la fumée, ne vous engagez pas. De toute manière, vous n'avez aucune chance de pouvoir sortir, je dirais, sain et sauve. Durant 5 jours, ce sont 100 sapeurs-pompiers de Monaco qui ont été formés à cette simulation d'incendie dans des conditions proches du réel. Et pour y avoir assisté, je peux vous dire qu'il faisait chaud ce jour-là. Justement, une bonne transition pour vous parler du Printemps des Arts qui a lieu chaque année à l'approche des beaux jours. Une conférence de presse a été donnée au Life Club pour présenter la prochaine édition. José Sacré vous en dit plus. Témoin de la vitalité culturelle de la Principauté, le Printemps des Arts de Monte-Carlo fêtera en 2014 ses 30 années d'aventure culturelle. Durant 5 week-ends, du 14 mars au 13 avril, le Printemps des Arts 2014 insistera plus que jamais sur ce qui fait sa force et son originalité, la diversité des cultures, des répertoires, des artistes. J'aime aussi choisir des interprètes de haute qualité, parce que quand on veut passer... j'aime bien l'idée de passage comme ça. Passer quelque chose d'important en musique, il faut que ce soit irréprochable au niveau qualitatif. Sinon, vous avez tout de suite le barrage de dire « Ah mais non, la qualité ne le permet pas, c'est pas bon, tout ça, etc. » La qualité permet de faire passer des idées. Au programme de cette édition 2014, de grands solistes, parmi lesquels Philippe Bianconi, Éric Maria Couturier, Anne Gastinel, François-Frédéric Guy, Éric Lesage, Rolf Livland, Louis Clavis. De la musique médiévale, baroque, contemporaine, une nuit hongroise, un week-end consacré au Japon, une journée marocaine, des ensembles réputés, mais aussi des grands orchestres philharmoniques de Monte-Carlo, de Lyon, de La Raille, de Liège. Je suis persuadé que c'est le fait de ne jamais faire de concessions du point de vue de l'esthétique est une chose qui paye. Et c'est pas vulgaire quand je dis ça. C'est-à-dire que c'est évident que le public sait qu'il peut nous créditer d'un certain nombre de choix. Et au bout d'un moment, il l'entend. Et il l'entend très bien. Et moi, je suis confiant dans le public. Je n'ai absolument pas peur du public et j'ai envie de lui offrir tout ce que je peux lui offrir. On quitte à présent le bord de mer et on prend de la hauteur puisqu'on se rend au Jardin Exotique, au Théâtre des Muses, où le 5e anniversaire du journal montecarloin.net était célébré. Il s'agit du premier quotidien italien mis en ligne en Principauté. Pour l'occasion, le chanteur italien Alessio Colombini a donné le ton à cet événement. Un autre anniversaire qui sera lui aussi célébré prochainement au musée océanographique, celui de Stella, une femelle requin pointe noire sauvée de l'euthanasie, promise à une mort certaine avec la fermeture de son aquarium d'origine à Trouville-sur-Mer dans le Calvados. Une opération délicate de sauvetage a été mise en place par Robert Calcagno, le directeur du musée océanographique de Monaco. Après un long périple, Stella est arrivée ce lundi en Principauté et restera en quarantaine avant de rejoindre les autres requins du musée. La marraine de l'animal n'est autre que la nageuse Camille Muffat. Et après cette bonne nouvelle, il est à présent temps de passer en revue la carte météorologique. Mercredi, le beau temps sera enfin de retour. Il s'agira d'ailleurs de la plus belle journée de la semaine. Un ciel bleu, du soleil et pas de nuages, le tout saupoudré de températures agréables. Jeudi, le ciel sera plus nuageux, mais la journée restera cependant plaisante. Vendredi, le soleil sera de plus en plus hésitant et le ciel sera par moments menaçant. De plus, les températures seront en baisse. Samedi, retour de la pluie et de la grisaille.
C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dès à présent José Sacré qui vous présente les sorties cinéma de la semaine. Au revoir.